Merci beaucoup au Sénat et au Grand Continent pour l'invitation. Merci aussi à Louis d'avoir tout à fait bien introduit finalement mon propos en présentant le contexte international et les enjeux que ce contexte soulève pour l'Europe. Les capacités d'investissement et d'innovation de la Chine et des États-Unis font que ces deux puissances sont à la pointe dans nombre de domaines. On connaît le problème des retards européens dans de nombreuses technologies numériques notamment. On voit aussi que ces puissances technologiques s'accompagnent de pratiques politico-diplomatiques qui placent l'Europe, mais aussi le reste du monde, dans une situation assez inconfortable. D'une part, la volonté américaine de découplage et ses pressions diplomatiques, y compris sur, par exemple, les Pays-Bas et le Japon, qui ont entraîné des choix en matière de nouveaux contrôles d'exportation dans les semi-conducteurs. Et d'autre part, évidemment, la coercition économique et les pratiques déloyales menées par la Chine pour l'acquisition et peut-être l'export de technologies. Donc l'enjeu pour l'Europe, c'est à la fois d'accéder aux technologies, malgré ou en évitant les contrôles et les restrictions qui peuvent s'imposer aussi à l'Europe, mais peut-être plutôt de maîtriser les technologies, c'est-à-dire d'être capable de répondre aux besoins de l'État et des sociétés dans un nombre de domaines. Je pense à l'État parce que même au sein de l'État, même au cœur de l'État, même au sein du ministère des Armées, on utilise des logiciels Microsoft, ce qui pose parfois des difficultés. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces technologies sur lesquelles repose aussi l'activité de l'État, y compris dans les domaines les plus sensibles, repose également sur des standards technologiques, des standards de cybersécurité. Et la nécessité de la maîtrise des technologies, c'est aussi la maîtrise de ces standards et du degré de cybersécurité, de protection des données, qui soient conformes à nos besoins et à nos valeurs. Mais au-delà de ça, c'est bien plus large, ces enjeux. C'est évidemment des enjeux de compétitivité sur le long terme pour les technologies numériques et plus largement les technologies critiques. C'est pourquoi elles sont au cœur aujourd'hui des ambitions de souveraineté technologique européenne dont on parle principalement depuis 2019 et plus encore depuis le Covid. Une petite perspective historique nous permet de revenir sur cette ambition de souveraineté technologique et de nous rendre compte que ce n'est pas uniquement dans le cas américain qu'on a eu un lien fort entre l'État et la production de technologies, initialement à des fins militaires, mais avec des portées bien plus larges et des implications, y compris sur la conquête de marchés, ensuite, dans le domaine civil ou commercial, comme on dit. En France, évidemment, la volonté d'autonomie stratégique, notamment dans le cadre du développement d'une dissuasion nucléaire indépendante, et aussi cette volonté d'indépendance de la politique étrangère, c'est-à-dire de garder des marges de manœuvre en politique étrangère. Donc ces ambitions militaires et stratégiques de la France ont amené l'État français à mener des développements dans les technologies, y compris de nature duale, télécommunications, spatiales, informatique, technologies qui aujourd'hui font encore la force de la France et de l'Europe dans certains domaines. Donc ça a reposé sur une implication forte de l'État dans le pilotage du développement de ces technologies, y compris à l'étape de la recherche. Donc on peut faire un parallèle entre cette ambition historique et les technologies émergentes aujourd'hui, dans la mesure où la recherche et la science, plus généralement, sont au cœur, et notamment la recherche publique, sont au cœur du développement des technologies dites émergentes. Ces technologies émergentes sont celles qui, notamment parmi les technologies qu'on va dire critiques, cybersécurité, spatiale, intelligence artificielle, matériaux, robotique, etc., sont celles qui ne sont pas encore matures, qui sont encore au stade de la recherche et expérimentation, et qui pour beaucoup ont un fort potentiel de rupture, qu'on pense dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, les technologies quantiques dans toutes leurs subdivisions, les nanomatériaux, etc. En ce qu'elles proviennent de la recherche, y compris de la recherche publique, et de ce qu'elles ont ce fort potentiel de rupture, ces technologies émergentes sont un levier pour une souveraineté technologique française et européenne sur le long terme. Et d'ailleurs, on a des signes encourageants de la place de l'Europe dans ces technologies émergentes, y compris dans le quantique, où, selon une récente étude, l'écosystème européen est dans bien des domaines le plus avancé au niveau mondial, notamment dans les ordinateurs quantiques. Alors, puisque ces technologies émergentes et critiques sont si stratégiques, elles sont effectivement en phase d'être sécurisées, de devenir des enjeux de sécurité nationale et d'être prises en compte comme telles, ce qui pose un ensemble de domaines, un ensemble de dilemmes. Alors, la sécurisation des technologies se
trouve à différents niveaux. La sécurisation sécurisation des chaînes de valeur, on en a parlé beaucoup au moment du Covid, la sécurisation des industries, notamment face aux investissements étrangers qui ne seraient pas souhaitables, ou des rachats par des pays étrangers de pépites ou d'entreprises très stratégiques, mais aussi une sécurisation de la recherche elle-même, ce qui pose un ensemble de dilemmes, notamment la question de la souveraineté ou de la fermeture par rapport à l'ouverture, dans la mesure où la recherche scientifique en autarcie est impossible. Évidemment, pour mener une recherche de qualité, il faut pour ça publier dans des revues à comité de lecture qui sont disponibles par des abonnements, mais qui sont accessibles à tous, et aussi par la reproduction d'expériences et d'expérimentations pour valider des concepts qui ensuite vont mener à des technologies de rupture. Par ailleurs, la coopération de recherche sont nécessaires parfois pour pouvoir avoir, notamment dans des pays de petite taille ou de moyenne taille, des équipes de recherche de taille suffisante pour pouvoir ensuite, à partir de ces équipes de recherche, créer des spin-offs, des start-up, les pépites, qui demain vont peut-être mener des joint ventures et ensuite atteindre des tailles critiques et devenir les acteurs à l'international. Alors avec qui coopérer si on veut développer les technologies émergentes de demain et donc assurer au long terme la souveraineté technologique de l'Europe? Et faut-il sécuriser la recherche et jusqu'où? En Europe, le rôle de la recherche publique est très fort dans les technologies émergentes. Je parlais du quantique. Les talents qu'on voit émerger et les technologies de rupture qui sont développées en Europe dans le quantique émergent à partir d'organismes publics, par exemple en France le CEA ou l'Université Paris-Saclay. Je mentionnerai des jeunes pousses comme Alice Bob et Pascal qui sont vraiment au niveau le plus élevé de la recherche et technologie au niveau mondial aujourd'hui. Au sein de l'Union européenne, la question ne se pose pas. On coopère dans la recherche quand bien même on serait concurrent économique, mais au-delà de l'Europe, évidemment, la question se pose d'une autre manière. Les États-Unis, ça a été un peu évoqué par Louis, sont dans une ambiguïté de positionnement puisqu'ils veulent à la fois conserver leur domination technologique mondiale, notamment dans le cadre de la rivalité avec la Chine, tout en étant dans une approche partenariale. Ce qui crée une certaine ambiguïté et une difficulté à fonder des partenariats de recherche avec les États-Unis, notamment aussi du fait que la puissance de la recherche universitaire américaine et son attractivité créent des asymétries très significatives en termes de moyens. Et plus encore, les États-Unis ont tendance à attirer, y compris les talents européens. Par ailleurs, du côté américain, le capitalisme politique est évidemment libéral et très centré sur le secteur privé. Et le secteur privé lui-même, les GAFAM notamment, les entreprises initialement du numérique qui produisent des logiciels, sont de plus en plus investis dans des technologies émergentes, y compris des technologies matérielles, de hardware, y compris dans des domaines tels que le quantique, je le mentionnais tout à l'heure, Amazon, IBM, Google développent des ordinateurs quantiques aujourd'hui. Tout comme ils développent aussi, évidemment, dans le cas d'Amazon notamment, des systèmes satellites, des câbles sous-marins, etc. Or, ces grandes entreprises privées ne sont pas dans l'obligation de publier leurs recherches. Donc on a des situations où Alice Bob, spin-off de la recherche publique française, publie ses résultats et son concept d'ordinateur quantique, et Amazon développe un concept d'ordinateur quantique sur la base de cette recherche publiée par cette start-up française. On a donc une asymétrie des acteurs et de leurs pratiques qui pose question. On a aussi des enjeux de propriété intellectuelle, puisque nombre de nos chercheurs utilisent des plateformes de cloud, y compris notamment Amazon Web Services, où on a des enjeux de propriété intellectuelle, ou en tout cas de protection de la recherche qui est menée sur ces plateformes cloud américaines, en raison des conditions de vente, si vous voulez, ou d'utilisation de ces plateformes qui ne protègent pas complètement les utilisateurs. Côté chinois, on est sur un autre type d'enjeu, mais non des moindres, et notamment quand on voit peut-être un certain degré de naïveté dont a fait preuve l'Europe vis-à-vis de la Chine jusqu'à aujourd'hui. Une politique évidente, gouvernementale du côté chinois, d'exploitation de l'ouverture des milieux internationaux de la recherche, avec une faible transparence côté chinois, et les enjeux de la fusion civilo-militaire, c'est-à-dire le fait que les entreprises chinoises peuvent être réquisitionnées par le gouvernement et par la défense chinoise à fournir un ensemble de données.
Je renvoie d'ailleurs à ce sujet-là au rapport du Sénat de 2021 sur le sujet des ingérences internationales dans la recherche en France et ailleurs. Alors, asymétrie dans ce cas-là de l'ouverture, conflit de valeurs et de pratiques. Il va falloir effectivement réviser le degré de coopération avec la Chine. Mais se pose aussi, je disais au tout début, l'Europe et un ensemble d'autres pays, des questions de ce qu'on appelle maintenant de plus en plus le middle ground, les middle powers, tous ces pays qui sont au milieu, mais en dehors du trio Europe, États-Unis, Chine. Je laisse la Russie de côté puisqu'elle s'est elle-même coupée des réseaux internationaux, ou en tout cas devient de plus en plus dépendante de la Chine, s'étant coupée du monde occidentale. Ces États, ces puissances moyennes, puissances du milieu, je vous renvoie à une étude de l'IFRI qui sortira la semaine prochaine sur leur politique numérique et technologique. Pour la plupart, ce sont des pays qui n'ont pas choisi un positionnement tranché vis-à-vis de l'Europe, de la Chine et des États-Unis. Ça rejoint ce qui a été dit précédemment sur la fluidité du système international actuellement. C'est des pays qui peuvent, pour certains, présenter une valeur ajoutée en termes de collaboration pour des technologies émergentes, mais qui, en même temps, peuvent aussi être des concurrents. Et je pense ici au Royaume-Uni, à l'Australie, à la Suisse, qui sont à la fois des pays ayant de très forts écosystèmes de recherche, mais qui sont aussi des concurrents économiques, ou alors des pays avec lesquels les relations politiques actuellement ne sont pas favorables. Et on a enfin des pays qui sont demandeurs, qui sont des pays peut-être un peu à un moindre degré de développement sur le plan de leur technologie, mais avec lesquels on peut avoir un intérêt en termes de soft power, ou aussi pour leur éviter de nouer des alliances avec d'autres, de développer des collaborations dans ces technologies. Pour conclure, on est donc effectivement sur des rapports peut-être un peu plus transactionnels et contractuels, comme ça a été dit, avec un ensemble de pays du middle ground, entre guillemets. Donc pour conclure, les technologies numériques émergentes sont des enjeux clés de sécurité et de compétitivité pour demain. Ils reposent pour une large part sur la recherche, et une réflexion doit être approfondie en France et en Europe sur l'articulation entre la volonté de souveraineté technologique d'une part et la volonté et la nécessité de partenariat. Est-ce qu'on peut parler d'alliance dans un contexte aussi fluide et aussi transactionnel? C'est une question qui se pose. La France et l'Europe peuvent être effectivement des puissances d'équilibre, mais elles doivent quand même être sélectives et faire des choix sur avec qui travailler et sécuriser leurs écosystèmes de recherche pour éviter d'être le ventre mou du système international dans les technologies émergentes de demain. Donc on est vraiment dans la nécessité d'une stratégie française et européenne, si possible au niveau européen, qui va être au croisement de la recherche, de la politique étrangère, de la politique intérieure, de la politique de défense. Très difficile à articuler, évidemment, tous ces acteurs et tous ces intérêts, mais ça me semble un point nécessaire, une ambition nécessaire dans le contexte que je présentais précédemment. Merci de votre attention.